Le président. Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. Sans plus attendre, la parole est donnée aux avocats des parties civiles pour la suite de l'interrogatoire du témoin. Maître Hong Kim-Swon. Merci, Monsieur le Président. Il ne me reste que 2 questions. Concernant le bureau K1. Comment s'appelaient les hauts dirigeants qui y assistaient aux réunions? Est-ce que vous vous en souvenez? Réponse. Je ne me souviens pas bien. Je ne sais plus quel était le rang de ceux qui assistaient aux réunions. Je ne me souviens pas non plus de leur nom. Mais mes collègues qui montaient la garde à l'intérieur me racontaient après la réunion que c'étaient des dirigeants venus de tout le pays qui avaient assisté à la réunion. Je l'ai su aussi pour une autre raison. C'est qu'avant chaque réunion, on nous disait d'être prêts à assurer la protection des participants aux réunions. Cela étant, nous n'étions pas informés du nom des participants. On nous disait simplement qu'il s'agissait de frères des zones qui venaient assister à une réunion. Question. À part Pol Pot, Nuon Chea, Ieng Sary, Khieu Samphan, vous souvenez-vous de certaines personnes venues des zones assister à des réunions? Pourriez-vous citer quelques noms, si vous vous en souvenez? Réponse. Je me souviens de certains noms, y compris l'oncle Sao Phum de l'Est, de la zone Est. J'ai entendu parler de lui. Il y avait aussi Tamok de la zone Sud-Ouest. Ce sont 2 personnes dont j'ai souvent entendu mentionner le nom. Question. Qu'en est-il des gens du Présidium de l'État? Vous souvenez-vous de certains membres de cette section? Réponse. Je n'en sais rien. Je ne sais pas si des gens du Présidium de l'État venaient aux réunions, hormis Khieu Samphan, qui était président du Présidium de l'État. Question. J'en viens à ma dernière question. Elle porte sur celui qui était à l'époque le prince Norodom Sihanouk. À votre connaissance, les hauts dirigeants Khmer Rouge ont-ils parfois mentionné les bonnes actions du prince sous le régime des Khmer Rouges? Réponse. Non, je n'ai rien entendu à ce sujet. Maître Hong Kim-Swon. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le témoin. Je n'ai plus de questions. J'aimerais
laisser la parole à ma consoeur. L'avocate des parties civiles. Bon après-midi, mesdames et messieurs les juges, toutes les personnes ici présentes, monsieur le témoin, je m'appelle Bénier, je suis l'une des avocates internationales des parties civiles. J'ai quelques questions à vous poser. Premièrement, concernant la période autour du 17 avril 1975, vous dites que vous avez vu des évacués de Phnom Penh arriver là, dans votre district. Pourriez-vous nous donner un chiffre approximatif quant au nombre d'évacués que vous avez vus à l'époque? Réponse. Il m'est difficile de vous donner une estimation du nombre des évacués. J'ai vu beaucoup de gens arriver dans la commune de Phnom Ankrol. J'ai vu beaucoup de gens arriver dans cette commune, mais il y avait aussi d'autres communes dans mon district. Peut-être que des évacués arrivaient également à ces autres endroits. Question. Merci. Pendant combien de jours avez-vous vu arriver des gens venus de Phnom Penh? Réponse. Ça a duré 3 jours. Après ces 3 jours, il y a eu moins d'arrivants. Question. Merci. Vous avez dit que le chef de village a aidé les évacués à s'installer dans le secteur. Voici ma question. Ces évacués pouvaient-ils choisir l'endroit où ils s'installeraient? Réponse. Je n'en sais rien. Je ne sais pas si les gens avaient le droit de choisir l'endroit où ils s'installeraient. J'ai vu que l'on installait ces gens dans le secteur, mais pour ce qui est de leur choix éventuel, je n'en sais rien. Question. À l'époque, est-ce que les familles restaient unies ou bien est-ce que leurs membres étaient séparés? Réponse. À ma connaissance, les familles n'étaient pas séparées. Les membres des familles sont restés ensemble durant cette courte période que j'ai observée. Question. Aujourd'hui, vous avez dit avoir appris que les gens se voyaient confier certaines tâches. Quel type de tâches confiait-on aux évacués? Réponse. Les évacués devaient accomplir les mêmes tâches que la population locale. Ils n'avaient pas le choix, ils ne pouvaient pas choisir des tâches différentes de celles dont s'occupait la population locale. Question. Qui leur fixait ces tâches? Réponse. Le chef de village et le chef de commune leur confiaient
ces tâches. Question. À votre connaissance, un ordre d'en haut a-t-il été donné au chef de village pour que ceux-ci fixent telle ou telle tâche? Réponse. Non. Question. J'en viens à la période où vous travaillez à K1. D'après ce que vous avez dit, à ce moment-là, vous avez observé la disparition d'un certain nombre de personnes. Durant quelle période avez-vous assisté à ces disparitions? Réponse. J'ai vu des gens disparaître après qu'ils avaient été éduqués, remodelés à de nombreuses reprises. Mais ces gens, malgré tout, n'avaient pas pu changer. C'est donc après cela qu'ils ont été retirés. D'après moi, ces gens étaient retirés parce qu'ils ne s'étaient pas remodelés. La disparition n'était pas due à un acte de trahison. Ces gens, simplement, ne s'étaient pas conformés aux règles de discipline de l'encart. Et c'est ainsi qu'ils étaient punis. Ils étaient envoyés travailler ailleurs. Question. Est-ce que cela s'est produit durant toute la période où vous étiez stationné à K1? Réponse. Oui. Ça s'est produit durant toute cette période, jusqu'en 1979. Question. Quelle était la fréquence de ces disparitions durant cette période? Question. Elle n'était pas très fréquente. Il n'y a pas eu beaucoup de cas. Seules quelques personnes ont été transférées à différents endroits. Question. J'en viens à ma dernière question. Vous avez dit qu'après la chute du régime des Khmers rouges, vous avez entendu un discours de Pol Pot, dans lequel il exprimait son point de vue sur la période du Kampuchea démocratique. Voici ma question. Avez-vous jamais entendu des discours prononcés par d'autres hauts dirigeants au sujet du Kampuchea démocratique? Réponse. Non. J'ai entendu le discours de Pol Pot et c'est tout. C'est un discours qu'il a prononcé devant le groupe des gardes du corps. L'avocate. Merci, monsieur Sauvi, je n'ai plus de questions. Bon retour chez vous. Le président. Merci, maître. Est-ce que les autres juges souhaitent poser des questions aux témoins? Je constate que les autres juges n'ont pas de questions à poser. À présent, la parole va être donnée à la défense de Khieu Samphan, qui pourra interroger ce témoin, après quoi ce sera au tour des deux autres équipes de défense. Maître Kong Som-on. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Bon après-midi, Monsieur Sauvi. Je m'appelle Kong Som-on. Je représente Khieu Samphan au comté de mon confrère. J'ai un petit nombre de questions à vous poser. Il s'agira d'obtenir des éclaircissements au sujet
de votre témoignage de ce matin et de cet après-midi. Vous avez travaillé en tant que garde au bureau K1. Voici ma question. À quel moment avez-vous commencé à travailler à K1 et quand avez-vous cessé d'y travailler? Réponse. J'ai commencé à travailler à K1 immédiatement au début de l'année 1976. J'ai cessé d'y travailler en 1979 quand nous avons fui Phnom Penh. Question. Concernant l'endroit où vous montiez la garde à K1, vous dites que vous travaillez au niveau de la deuxième couche. De l'endroit où vous montiez la garde, que pouviez-vous voir? Réponse. Nous ne voyions pas l'intérieur de l'enceinte. Nous voyions seulement quelques étages qui étaient à portée de vue. Notre vue était masquée par le mur de planches et donc nous ne pouvions pas voir les étages inférieurs du bâtiment. Nous voyions le bâtiment seulement sous un angle. Le bâtiment était de forme carrée, il était en béton. Nous en voyions uniquement un coin sous un seul angle. Question. Est-ce que vous changiez souvent d'endroit pour monter la garde ou bien est-ce que vous êtes toujours resté au même endroit? Réponse. Parfois, nous changions d'endroit pour monter la garde. Nous changions de tour. Il y avait 4 tours. À tour de rôle, nous prenions place aux différentes tours. Nous relayons. Question. Tous les combien de temps est-ce que vous vous relayez d'un point de garde à un autre? Réponse. Nous changions de poste toutes les 2 semaines. Question. Vous avez parlé du véhicule de Khieu Samphan. Vous avez déclaré avoir vu Khieu Samphan utiliser une Lambretta. À quoi ressemblait ce véhicule? Réponse. Une Lambretta, c'est un véhicule qui compte 4 petites roues. Il l'utilisait pour aller à K1. Question. D'après ce que vous dites, ce véhicule avait 4 roues. Pourriez-vous décrire ces roues? Était-ce des roues ordinaires, semblables à celles de n'importe quelle voiture, ou bien était-ce des roues semblables à celles des tuk-tuk? Réponse. Ce sont des roues de voiture et pas des roues de mobilette. Question. Qu'en est-il du moteur de ce véhicule?
Qu'en est-il de la puissance de ce moteur? Était-elle comparable à celle d'un autre véhicule? Réponse. J'ignore quelle était la puissance du moteur. Mais je sais qu'il utilisait cette Lambretta pour aller travailler. Pour moi, c'était le moyen de transport le meilleur marché. C'était un véhicule très modeste. C'était humble de sa part d'employer un tel véhicule pour les travailler, alors que d'autres employaient des véhicules plus prestigieux. Question. Connaissiez-vous le chauffeur de Khieu Samphan qui l'emmenait au travail? Réponse. D'après mes souvenirs, Sun était son chauffeur. Cela remonte à bien longtemps, peut-être que je me trompe dans le nom. Question. Connaissez-vous un dénommé Hun? Réponse. Non, je ne me souviens de personne portant ce nom-là. Question. Vous avez mentionné un dénommé Sun. À l'époque, quel âge avait-il et comment était-il? Réponse. Il avait quelques années de plus que moi. Il avait le teint pâle. Il était plus petit que moi. Question. Connaissiez-vous personnellement le chauffeur de Lambretta de M. Khieu Samphan? Réponse. Oui. Je discutais avec lui, nous discutions lorsqu'il venait prendre son repas avec moi. Question. Qu'en est-il de son expérience, de la conduite? Réponse. Les chauffeurs étaient bien formés. Question. Est-ce que les autres chauffeurs, est-ce que ceux qui vous avez dit étaient les chauffeurs de Khieu Samphan avaient plus d'expérience? Réponse. Bon, je pense qu'il conduisait moins bien que d'autres chauffeurs. Bon, il avait suivi un cours de conduite. Mais n'a commencé à conduire que lorsqu'il est devenu chauffeur de Khieu Samphan. Ce qui veut donc dire qu'il avait sans doute moins d'expérience que les chauffeurs d'autres dirigeants. Question. Quand vous voyez Khieu Samphan et son chauffeur nommé Sun, avez-vous remarqué s'il y avait d'autres personnes à part Khieu Samphan dans la Lambretta? Réponse, je n'ai vu que lui et son chauffeur. Question. Khieu Samphan avait-il son propre garde du corps? Réponse. Je n'ai vu que lui et le chauffeur lorsqu'il venait au bureau. Lorsqu'il quittait. Maître Consalin, j'ai une autre question. À propos de la fuite de Khieu Samphan après 79. Je me suis opposé à la question que le procureur vous a posée.
Elle sortait du cadre du procès. Toutefois, mon objection a été rejetée et le procureur a pu poser sa question. Parlons donc un peu de cette situation. En effet, de la période à laquelle Que Sang Han a quitté Phnom Penh en 1979 pour aller s'établir avec Pol Pot. D'après vos connaissances, de 1975 à 1979, c'est-à-dire le Cambodge démocratique, et à partir de 1979, année à laquelle le Cambodge démocratique est tombé, avez-vous remarqué des changements sur la façon de diriger les choses? Réponse. La situation a changé. Après 1979, les conditions de vie et la gestion étaient différentes par rapport à la période 75 à 79. Alors qu'ils étaient au pouvoir à Phnom Penh, les dirigeants administraient le pays de façon différente. De 75 à 79, je savais peu de choses sur la façon de diriger, la façon dont ils dirigeaient, mais le style de leadership était différent par rapport à la façon dont les dirigeants ont travaillé après 79. Lorsqu'ils avaient le pouvoir, il y avait des structures administratives de l'échelon suprême jusqu'au niveau du village. Tout le monde savait qu'ils avaient le contrôle du pays. C'était l'époque où ils étaient au pouvoir. En tant que garde, j'habitais à Caen et j'assurais la protection de ce bureau. Je ne connaissais pas exactement les menus détails de leur style de gestion. Comme je l'ai dit au début de ma comparution, je parle de la façon dont ils ont administré le pays à l'époque où ils étaient au pouvoir, de 75 à 79. À partir de 79, lorsqu'ils ont perdu le pouvoir et qu'ils se sont enfuis dans la jungle pour former un mouvement de résistance, le style de leadership a changé. La façon dont ils vivaient, la façon dont ils dirigeaient, c'était différent. Ils utilisaient différentes façons pour exercer leur leadership ou même vivre là-bas quand il n'y avait pas de véhicule pour eux pour se rendre entre les endroits où ils habitaient, où ils devaient travailler. Des fois, ils devaient emprunter des routes difficiles pour aller jusqu'à une cascade où ils pouvaient rencontrer des habitants locaux. On ne parlait plus de la construction du pays, comme sous le régime précédent. Le thème principal était de
de former une coalition pour résister aux envahisseurs et sauver le pays. C'était donc un style de leadership bien différent de l'époque de 1975 à 1979. Voilà, c'est tout, Monsieur le Président. Maître Consamon, merci. Monsieur le témoin, je n'ai plus d'autres questions à vous poser, mais mon confrère, lui, en a. Et merci, Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le témoin, je m'appelle Arthur Verken et je suis un des avocats internationaux de Monsieur Kieu-Sampan. Alors j'aurai également quelques questions de suivi à vous poser. Et la première de mes questions concerne les réunions dont vous avez d'ailleurs parlé ce matin, qui se tenaient à Caen et qui rassemblaient des responsables de secteurs et de zones. Vous avez évoqué ces réunions et avez expliqué au procureur que vous vous en souveniez particulièrement, puisque à ces occasions, l'on vous demandait de nettoyer la route et de vous préparer à assurer la garde de ces personnes. Et ma question porte sur la fréquence de ces réunions, selon vos constatations. Est-ce que vous pourriez nous indiquer combien de fois par an de telles réunions avaient lieu selon vos constatations? D'après mes observations, ces réunions avaient lieu plusieurs fois par année. Je ne peux vous donner un nombre exact, mais c'était fréquent. Lorsque vous avez été entendu par les enquêteurs du tribunal le 5 décembre 2007, vous aviez déclaré que ces réunions avaient lieu une fois tous les 3 ou tous les 6 mois. Est-ce que cette déclaration vous convient encore aujourd'hui? Est-ce qu'elle correspond à votre souvenir? Le procès verbal de mon audition qui a eu lieu en décembre 2007 à mon domicile. Je maintiens ce que j'ai dit et ce qui est consigné dans ce procès verbal. S'il y a quelques incohérences, c'est sans doute parce que c'était des conclusions personnelles de ma part. Je voudrais maintenant vous poser une question sur la fréquence des venues de M. Kieu-Sampan à Caen. Et ma question est la suivante. Est-ce que, selon vos observations, vous êtes en mesure de faire une distinction ou pas entre la fréquence de la venue de M. Kieu-Sampan à Caen et celle des autres dirigeants que vous avez cités, comme par exemple M. Nyonchea, M. Yangsari ou d'autres. Est-ce que vous êtes en mesure ou pas de dire que Sampan venait plus souvent, moins souvent que les autres, ou est-ce que c'est au-delà de votre souvenir? J'ai observé qu'il venait plus fréquemment que d'autres dirigeants. D'accord. Vous avez indiqué il y a quelques minutes que depuis l'enceinte où vous assuriez la garde,
vous aperceviez, enfin plutôt vous n'aperceviez pas les premiers étages du bâtiment principal de K1. Et je voulais vous demander si en revanche vous seriez capable de nous décrire le haut de ce bâtiment, et notamment le toit. Était-ce un bâtiment avec un toit classique ou était-ce un bâtiment moderne avec un toit plat ? Quand j'observais les étages supérieurs, ce n'était pas un toit en ardoise comme aujourd'hui. C'était un toit en béton. Et c'est ce dont je me souviens. Et ce toit, était-il un toit plat ou un toit pointu comme une pagode par exemple ou une maison classique? Est-ce que vous vous souvenez de ce point? Non, le toit était plat et il était en ciment. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire combien d'étages avait ce bâtiment? Je pense qu'il devait y avoir 4 ou 5 étages. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire si les cuisines, s'il y avait des cuisines d'abord dans ce bâtiment, et s'il y avait des cuisines, est-ce qu'elles étaient à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment? Non, je ne savais rien à propos des cuisines. Je ne saurais vous dire si elles étaient à l'intérieur ou à l'extérieur. Car je ne suis pas entré dans le bâtiment pour y jeter un coup d'œil. Et alors justement sur le fait que vous n'êtes jamais entré dans l'enceinte même du bâtiment, en dehors de la clôture que vous gardiez, pouvez-vous nous donner plus de détails? Est-ce que cela vous était interdit d'entrer dans cette enceinte, ou est-ce qu'il se trouve que pendant ces années-là, vous n'avez pas été amené à y rentrer? Y avait-il une interdiction particulière? Il était interdit de pénétrer dans l'enceinte. Même les gardes du premier niveau, de la première couche de sécurité, n'avaient pas le droit d'entrer dans le bâtiment sans permission. Et moi, j'étais au sein du deuxième groupe. Il n'y avait pas d'interdiction formelle pour que je puisse me rendre au premier niveau de sécurité. D'ailleurs, ce n'était pas interdit. Mais c'était notre responsabilité de ne pas y aller car nous n'avions pas de tâches qui nous poussaient à le faire. Et quand, par exemple, vous vous réunissiez pour des formations ou des séances de critique, et que vos supérieurs présidaient ces réunions, elles avaient lieu où?
ប្រជុំធ្វើការតិចទៀន les séances, surtout les séances, enfin les réunions, surtout les séances autocritiques avaient lieu au niveau du groupe. C'était le chef du groupe qui organisait la réunion. Et elles avaient lieu où? C'était à 10 à 20 mètres du poste de garde. Des fois, c'était sous un arbre. Et ça pouvait parfois ne durer qu'une demi-heure. Je voudrais vous demander également de clarifier une de vos réponses de ce matin en répondant aux questions des procureurs. Il m'a semblé, en tout cas c'est ce qui nous a été traduit en français, que vous expliquiez que votre travail consistait principalement en des missions nocturnes. Alors, je voudrais vous donner l'occasion de nous expliquer, si j'ai bien compris, ce qui a été traduit ou si c'est une mauvaise compréhension de ma part. Est-ce que votre mission de garde autour de cette enceinte de Caen était principalement menée de manière nocturne ou est-ce qu'il y avait une alternance? Pouvez-vous donner plus de détails, s'il vous plaît? À propos des tâches au deuxième niveau de sécurité, j'avais mes quarts de travail, ou plutôt j'avais un quart de travail mobile. Et je travaillais la nuit. Il y avait en fait deux groupes de patrouilles. Pour ce qui est des gardes qui étaient dans les tours, il nous arrivait de les remplacer. Et il nous arrivait aussi d'être affectés à ces 4 tours de garde, tours de surveillance. Et pour ce qui était et pour les patrouilles nocturnes, nous les faisions à pied autour du périmètre. Et le chef de groupe ou le chef d'unité donnait des instructions. Il nous arrivait parfois de remplacer les autres groupes. Merci pour ces précisions. Je vais vous demander toutefois d'être encore plus précis parce que je ne comprends pas de votre réponse si votre travail consistait aussi bien à travailler dans la journée que la nuit ou si vous travaillez exclusivement la nuit ou exclusivement la journée. Est-ce que vous pouvez être plus précis sur le moment de vos prises de fonction en qualité de garde de Caen? La journée, nous alternions les quarts de travail aux 4 tours de surveillance et la nuit, nous faisions des patrouilles et à pied. C'était les 2 tâches principales que j'exécutais régulièrement. Pendant les patrouilles nocturnes, ce n'était pas toute la nuit. Il y avait des il y avait des tours de garde. On pouvait faire une patrouille pendant 2 heures, puis une autre équipe nous remplaçait. Et nous pouvions nous reposer à ce moment-là. Pendant la journée, quand les chefs de groupe ou les chefs d'unité nous affectaient à monter la garde à une tour en particulier, eh bien, on occupait ce poste. Mais surtout, nous étions affectés à monter la sécurité à l'entrée, là où passaient les dirigeants ou les oncles pour aller travailler au bureau.
Vous avez expliqué, et vous l'avez encore répété ce matin, que le responsable de la première et de la deuxième enceinte s'appelait Tan. C'est exact? C'est exact. Et lorsque vous aviez été interrogé par les enquêteurs du tribunal en 2007, vous aviez indiqué l'alias de ce monsieur. Est-ce que vous vous souvenez quel était le nom révolutionnaire de Tan? Et pouvez-vous le répéter? Il était aussi connu sous l'alias Kyo. C'était Tan, son surnom était Kyo. Lorsqu'il était dans la jungle, on l'appelait Tan, il ne s'appelait plus Kyo. Mais à l'époque où il travaillait au bureau K, dans le Cambodge démocratique, on l'appelait Kyo. Je ne sais pas si Kyo était son alias révolutionnaire. Alors on vous en a parlé ce matin du côté du banc du procureur. Le tribunal a entendu la déposition d'une personne dont on vous a dit le nom ce matin, et l'audience était publique. Il s'agit de M. Un Tan, dont l'ensemble de la déposition laisse à penser qu'il s'agit de celui que vous appelez Tan. Sauf que ce monsieur, lui, n'a reconnu qu'un seul alias, celui de Chou. Alors, ma question est donc la suivante. Est-ce que ce Hun Tan, ou en tout cas celui que vous connaissiez sous le nom de Tan ou de Kyo, se faisait appeler également Chou? Alors il y a peut-être une difficulté avec la prononciation, mais c'est écrit, et je vais l'épeler, dans les traductions françaises, C-H-O-U, comme un chou. Non, je n'ai jamais entendu ce nom. Je ne sais pas. Peut-être qu'on l'appelle sous un autre nom comme Chu, alors qu'il habite à Sam Laut maintenant. Bon, il habitait à Sam Laut. Il est possible qu'il ait changé son nom. Mais quand j'étais dans la jungle, on le connaissait sous le nom de Tan. Et lorsque nous étions à Caen, on le connaissait sous le nom de Kyo ou Kyu. Mais ce Chu dont vous me parlez, je ne connais pas. Et lorsqu'on a entendu M. Un Tan, on l'a interrogé sur votre déposition. À ce moment-là, on lui a soumis votre nom. Et il a dit qu'il ne vous connaissait pas. Est-ce que cela vous paraît plausible que ce monsieur vous ait oublié? Je ne crois pas qu'il ne me connaisse pas. Mais je ne sais pas ce qu'il a dit. Mais je ne le crois pas. Nous avons habité ensemble pendant très longtemps. Nous avons passé plus de temps ensemble que pas ensemble. Et ce,
dès 1976. Jusqu'en 1996 au moins, date à laquelle je suis retourné vivre à Pailing alors que lui est resté à Samlaut. Nous sommes restés ensemble très longtemps, donc je ne crois pas qu'il ne me connaisse pas. Enfin, je ne peux pas croire qu'il ne me connaisse pas. Mais s'il a dit qu'il ne me connaît pas, c'est lui qui le dit. Lorsque vous avez été entendu, vous avez expliqué que M. Tan avait dénoncé comme traître son prédécesseur, un certain Sem. Et puis vous avez également expliqué que lorsqu'il avait pris la direction pour succéder à Sem des deux enceintes de Caïn, c'est lui qui avait le pouvoir de faire emmener des gens. Alors, puisque vous aviez fait cette déclaration, on a demandé à M. Huntan, lorsqu'on l'a entendu, si cela était vrai, et il l'a contesté. Alors, est-ce que vous auriez pu vous tromper sur le fait que Tan avait dénoncé Sem et sur les pouvoirs qui étaient les siens de faire emmener les personnes qui avaient un comportement critiquable? Réponse. Je n'en sais rien. Ça les regarde. J'entends bien que vous pouvez faire cette réponse, mais est-ce qu'au moins vous confirmez ou vous infirmez ce que vous aviez déclaré sur ce point en 2007 aux enquêteurs du tribunal? Non, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit aux enquêteurs. Je maintiens mes propos. Je ne sais pas si Tan a parlé de scène. Je ne sais rien là-dessus. Le président. Merci, maître. De combien de temps avez-vous encore besoin pour interroger ce témoin? Au maximum une vingtaine de minutes, Monsieur le Président. Le président. Qu'en est-il de la défense de Nuon Chea? De combien de temps auriez-vous besoin? Maître Son Haroun. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Je m'appelle Son Haroun. Ni moi-même, ni mon confrère n'avons de questions à poser à ce témoin. Le Président. Qu'en est-il de la défense de Yengsari? Maître Aoudom. Monsieur le Président, j'aurai besoin de 5 minutes au maximum.
ពេលវេលា Le président. La défense a encore besoin de pas mal de temps pour continuer l'interrogatoire du témoin. Or, l'heure habituelle de la clôture des débats est arrivée. Les débats reprendront donc demain matin à 9 h. À ce moment-là, la défense aura l'occasion d'achever l'interrogatoire du témoin. Après le témoignage du témoin Sorvi, nous entendrons TCW 754. Monsieur Sorvi, votre témoignage n'est pas terminé. La Chambre vous prie de revenir dans le prétoire demain à 9 h. La défense devrait pouvoir terminer assez rapidement son interrogatoire. Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin d'ici à demain et le ramener dans le prétoire pour 9 h pour la reprise de l'audience. Agent de sécurité, veuillez conduire messieurs Kesampan, Lonchea et Yengsari au centre de détention et les ramener dans le prétoire demain matin pour 9 h. Monsieur Yengsari devra être conduit à sa cellule temporaire pour suivre les débats depuis cet endroit-là. L'audience est levée.